domaine, les offres d'emploi étaient plus rares que s'il avait travaillé dans l'extraction du charbon. Madame Baudard avait suggéré une reconversion. AFPA, Greta, CFA. Ils avaient consulté ensemble les stages qui lui étaient ouverts et ils s'étaient quittés en bons termes, d'accord pour se retrouver et refaire le point. 3 ans plus tard, sa candidature pour préparer un BEP de service administratif n'avait pas été retenue. Dans la copie du rapport que Madame Baudard avait rédigé pour justifier sa radiation, elle mentionnait des choses qu'il avait évoquées avec elle sur le mode du bavardage, comme dépenser de petites sommes d'argent pour aller voir les Stooges au Mans ou perdre 100 € du poker. En parcourant son dossier, avant de s'en faire pour le RSA qu'on lui retirait, il s'était senti terriblement embarrassé pour elle. La conseillère devait avoir 30 ans. Elle gagnait quoi? Combien ça gagne une meuf comme ça? Brut, grand maximum. Mais les gens de cette génération avaient été élevés au rythme de la voix dans la maison des secrets. Un monde dans lequel le téléphone pouvait sonner à n'importe quel moment pour te donner l'ordre de virer la moitié de tes collègues. Éliminer son prochain est la règle d'or de jeu dont on les a gavés au biberon. Comment leur demander aujourd'hui de trouver ça morbide? Séverine. Il avait eu peu de régulière dans sa vie. Comme beaucoup de garçons de sa connaissance, Vernon vivait avec le souvenir de la fille qui est partie, celle qui a compté. La sienne s'appelait Séverine. Il avait 28 ans. Séverine était grande et speed, tellement speed qu'elle en devenait fatigante. Ses jambes étaient interminables. Elle avait une allure de parisienne riche, le genre qui peut porter des gilets en peau de mouton et que ça lui donne une allure chic. Elle empoignait les choses avec vigueur, elle savait tout faire dans une maison, et même changer un pneu sur la bande d'arrêt d'urgence ne lui faisait pas peur. C'était ce genre de gosse de riche, habitué à galérer toute seule et ne jamais se plaindre. Ça ne l'empêchait pas dans l'intimité de savoir se détendre. S'il pense à elle, il la revoit nue au lit. Elle adorait y passer des week-ends entiers. Elle avait posé ses platines à même le sol, à côté de son matelas. Elle n'avait pas à se lever pour changer de disque. Elle entassait autour de sa couche ses clopes, la bouteille d'eau, le téléphone, dont le fil en spirale était toujours emmêlé. C'était son royaume. Pendant des mois, il était à lui. C'était le genre de fille à qui sa mère a appris qu'on ne fond pas en larmes quand on apprend qu'on est cocu. Séverine serrait les dents. Vernon s'était fait gauler bêtement. Il avait été surpris qu'elle ne le quitte pas immédiatement. Elle avait dit « je m'en vais » et lui avait pardonné. Il en avait déduit qu'elle n'avait pas la force de le perdre et en avait conçu un léger mépris envers sa faiblesse de caractère. Il pouvait donc recommencer. Ça faisait déjà 3 ou 4 fois qu'il s'engueulait sévèrement et qu'elle disait « attention à ne pas trop pousser, je vais me casser, tu ne me laisses pas le choix ». Et Vernon était convaincu qu'elle ne le ferait pas. Il n'avait rien vu venir. Quand il avait appris qu'elle avait quelqu'un d'autre, Vernon avait mis ses affaires dans un carton et les avait laissées sur le trottoir en bas. L'image de ses vêtements, livres et flacons fouillés par les passants éparpillés devant sa porte devait le hanter pendant des années. Il n'avait plus entendu parler d'elle. Il avait fallu à Vernon bien du temps pour comprendre qu'il ne s'en remettrait pas. Il était doué pour ignorer ses émotions. Il lui arrive souvent de penser à ce que serait sa vie s'il était resté avec Séverine. S'il avait eu le courage de renoncer à ce qu'il était avant. S'il avait su que de toute façon, on est dépouillé de ce à quoi on tient et qu'il est préférable d'anticiper le traitement. Elle a fait des enfants, bien sûr, c'était le genre de fille qui se rend sans rien perdre de leur charme. Pas une légère, une meuf légère. Elle doit manger des trucs bio, se passionner pour le réchauffement climatique. Mais il est persuadé qu'elle continue d'écouter Tricky et Jenny Joplin. Ce personnage, je l'appelais Dimitri pendant assez longtemps, puis Dimitri, ça ne rentrait, ça n'allait pas, ça n'apprenait pas, ça ne marchait pas pour moi. Et du moment où je lui ai donné un nom que je connaissais bien, parce que ça faisait 4 ans que j'utilisais, là, c'est devenu évident, c'est Vernon, quoi. Excuse-moi, mais du coup, on a envie de te dire, mais pourquoi tu avais choisi ce pseudo, enfin, tu vois Parce que je ne savais pas que j'allais le garder si longtemps. Je suis rentrée sur Facebook pour voir ce que faisait Coralie Trinity, qui faisait le Facebook de Bye Bye Bondy, le film qu'on avait fait il y a 4 ans.
Et je pensais, j'étais hyper méprisante avec Facebook. Donc je m'étais dit, je prends un pseudonyme pour 15 jours, 3 semaines, parler un peu de Coralie. Puis je suis rentrée dans Facebook, je suis tombée dans Facebook, je suis restée 2 ans dedans, rivée tous les jours sur Facebook. Et c'est devenu donc un... Mais sur le coup, moi, j'étais en train de dire... Beaucoup plus fort. Et Vernon, ça vient pas de Boris Vian en fait, ça vient de Cyril Connolly, parce que j'étais en train de lire ce livre-là par hasard, parce que je suis pas une lectrice de Cyril Connolly compulsive, quoi, mais je lisais Comment ne pas devenir écrivain, qui me plaisait beaucoup, et c'est son deuxième prénom. Et je trouvais que c'est un chouette, Vernon, et Subutex, je trouvais que ça sonnait bien avec Vernon. C'est un médicament. Et après, parce que Subutex, ouais, donc c'est une substitution pour l'héroïne. Après, quand c'est devenu le titre de ce livre-là, ça me paraissait cohérent de l'appeler Subutex au sens, surtout sur ce premier tome, c'est vraiment une histoire de quelqu'un qui a perdu le XXe siècle et qui a l'impression, c'est la sensation du personnage et de plusieurs personnages qui l'entourent, que ce à quoi il a accès maintenant, c'est le substitut, et puis le truc intense de quand il avait 20 ans. Donc moi, ça me semblait bien, puis en vérité, j'avais pas d'autre titre. Et alors, oui, parce que Vernon a tenu un magasin de disques, ça je crois qu'on peut le dévoiler sans aucun problème. Il s'appelait Revolver. Pourquoi Revolver? Oui, parce que si j'avais fait un fanzine, je l'aurais appelé Revolver. Je trouvais que j'aimais bien, c'était l'album des Beatles au départ, j'aimais bien le mot, j'aimais bien le revolver que ça dit en espagnol, j'aimais bien, et je m'étais toujours dit, parce que parfois j'ai des envies comme ça, je me fais un fanzine, et assez longtemps je m'étais dit je ferai un fanzine qui s'appelle un Revolver. J'ai pas fait de fanzine, donc vous avez alors, on voit que Vernon va croiser de nombreuses personnes. On a vu un petit panel de la ronde de ses portraits. Ce qui frappe, c'est que ces portraits, on a l'impression qu'ils sont à hauteur d'homme, que c'est tous ces portraits qui sont la société, on n'a pas l'impression qu'il y a un regard plongeant, mais on est vraiment à leur niveau, et c'est très agréable ça dans le livre. Quelqu'un me disait, moi je ne l'avais pas pensé, mais que c'était comme pris à la caméra à l'épaule. Voilà, il y a un côté comme ça. Vous n'avez pas pensé en ce genre du tout, mais quand on me l'a dit, je trouvais ça bien, parce que c'est vrai que c'est un peu l'idée, en tout cas, c'est d'essayer de le prendre un peu comme les Dardennes, que filment des gens à hauteur. Voilà, à hauteur. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de second personnage. Ils sont tous convoqués à un moment et ils rentrent dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a 3 tomes. Parce que à chaque fois qu'un personnage est arrivé dans le roman, j'ai pris le temps de... Ça n'a pas été une décision au départ, je ne me suis pas dit je vais faire un truc super long, mais ça m'amusait à chaque personnage de le travailler, et à la fin, c'est qu'il n'y a plus de personnages secondaires, même les personnages qui reviendront plus auront leur 10-15 pages soit de biographie, soit de préoccupations du moment, comme on a vu pour Xavier, ces préoccupations du moment, voilà, c'est les uns les autres, quoi. Comme dans les séries. Comme dans les séries. Et c'est vrai que je regarde énormément de séries depuis 4-5 ans maintenant, et je crois que ça influence, et pas seulement la mienne, je pense que ça va influencer l'écriture de nombreux romanciers, parce que je crois qu'on a été très influencé par successivement les gens, le théâtre, l'opéra, le cinéma, la télé, Internet, et que là maintenant on va être influencé par les séries parce qu'elles utilisent tous les codes narratifs, parce qu'elles prennent le temps d'écrire les choses, parce qu'on en regarde énormément. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans les séries, c'est la diversité des modes narratifs et le fait qu'on les regarde tous sans se poser aucune question. Et j'ai la sensation, moi, que ça m'a énormément libéré. Énormément, faut pas exagérer. Ça m'a un peu libéré dans mon rapport à l'écriture en pensant que le lecteur est totalement éduqué pour comprendre n'importe. Je peux changer de type narratif de chapitre en chapitre. C'est pas la peine que je me pose 150 questions sur est-ce qu'on va comprendre, est-ce qu'on va suivre. On suit très bien, et ça je les comprends en regardant les séries, parce que les séries, quand on regarde comment elles sont faites, quelque chose comme True Detective demande en fait un décodeur assez sophistiqué, c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de références, qu'on accepte énormément de choses narrativement du scénariste, on est quand même très éduqué, on est des spectateurs, puis des récepteurs, on peut être très éduqués. Et c'est vrai qu'avant je me posais plus la question de oui, mais est-ce qu'on comprend bien? Et c'est une question que je me pose de moins en moins, parce que je vois que ouais, ou alors on n'aime pas et on n'est pas là, enfin on n'y pas quoi, mais une fois qu'on est dedans, en fait, on est capable de changer de narration d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre, et ça pose finalement plus aucun problème. Ça fait du coup comme un chœur polyphonique, hein, c'est très polyphonique, et là c'était assez évident que dans l'intervention comme ça des gens. Mais on passe aussi
on repousse les frontières sociales, c'est-à-dire on passe d'une classe sociale à une autre, ou là aussi c'est volontaire, c'est quelque chose... Ça m'intéressait le roman noir, classique, dans sa Chandler, vraiment ça m'intéressait cette façon, et le fait, pareil, on trouve une idée et après on se dit ah c'est une bonne idée, et cette idée de quelqu'un qui cherche à dormir chez les uns et les autres, et si en plus les uns et les autres sont des gens qui ont écouté du rock dans les années 80, en partant de là, on peut aller chez tout le monde, enfin on reste à Paris, c'est un roman très parisien, surtout le premier tome, mais si on va chercher des gens qui ont écouté du rock dans les années 80, on va se retrouver chez la petite aristocratie, la grande bourgeoisie, les gens qui ont réussi dans les affaires, les toxicos, les femmes, on va se retrouver chez à peu près tout le monde. Je peux pas mettre tout le monde, mais c'est quand même à un moment donné, même moi je m'arrête, mais c'est vrai que le procédé par contre permet d'aller n'importe où. Le langage commun qui permet de traverser tous ces ascenseurs sociaux, c'est le rock. En l'espèce, ouais. C'est le fil rouge que j'ai choisi pour ce roman. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tous été à 20-30 ans très sincèrement autour d'une passion qui a été le rock. Et c'est vrai qu'après, on ne peut pas dire qu'on a été différents dans nos trajectoires. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman générationnel? C'est peut-être... alors, c'est pas à moi de le dire. Et de deux, je me sens un peu vieille pour ça. C'est pas les générations de quadras, je sais pas, je sais bien qu'on a 20 ans et que c'est générationnel, mais en tout cas, c'est un roman qui est écrit par quelqu'un qui a mon âge. Et ça, c'est transparent dans tout le roman. C'est un roman du quadra. Oui, mais c'est quand même un roman nostalgique des 20 ans. Enfin des 20 ans. Oui. Voilà. Il y a Alice, je ne sais pas où elle est, Alice. Elle est là, elle est là. Alice, vas-y. J'avais une question. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une analyse des rapports. Alice, mais debout, tu parles dans la même texte, il y a une analyse des rapports hommes-femmes et il y a aussi la présentation de personnages homosexuels ou transsexuels. Et dans certains de vos autres romans, vous vous intéressez à la question de l'identité sexuelle. Du coup, je voulais savoir si c'était une façon pour vous de présenter la diversité sexuelle ou s'il y avait une volonté, une recherche en fait sur ça. Il n'y a pas de recherche, mais je suis entourée de beaucoup d'homosexuels et de transsexuels dans ma vie. Donc évidemment, ça vient dans le roman spontanément. Et c'est vrai que c'est une question, c'est vrai que ça fait partie des questions que je me pose quand je vois quelqu'un. C'est pas une façon de classer les gens, mais je me demande quelle sexualité ils ont. Des fois, je sais pas, des fois, j'arrive à savoir. Et de la même façon, je me demande comment ils payent leur loyer, ou je me demande comment étaient leurs parents, ou des choses que je me demande sur les gens. Et leur orientation sexuelle m'intéresse. Je ne fais pas des enquêtes, en fait, en vérité. Ça m'intéresse. Et c'est vrai que je suis entourée de gays, de lesbiennes, et en ce moment, d'énormément de gens qui font des transitions, enfin, qui deviennent transsexuels, ou qui sont transsexuels, et qui le concrétisent. Donc ça vient tout seul, et après je l'assume d'autant mieux, j'imagine, que je l'ai écrit pendant l'année, enfin j'ai commencé à l'écrire vraiment pendant l'année des manifestations anti-mariage homo, et que j'imagine que ça m'a donné encore plus envie de mêler les personnages gays et lesbiens de façon le plus fluide possible au reste de la population qu'elle en livre, quoi. Population du roman. J'avais pas encore, c'est une vraie expression, mais des gens du roman. Ouais. Justement, ces personnages, on voit qu'ils étaient très amis quand ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient autour de ce rock qui vieillissait. On sent que c'était quand même des gens qui étaient à la marge, qui sont un petit peu. Et est-ce que, là ils ont vieilli, ils ont pris 25 ans, 30 ans, est-ce que cette marge, elle est encore vivable quand on a vieilli? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas plus compliqué que quand on est jeune? Ça me paraît plus compliqué que quand on est jeune, mais surtout ça me paraît plus compliqué aujourd'hui que dans les années 80. Ça c'est une observation un peu externe que je fais, parce que c'est pas compliqué. Moi je suis pas à la marge, c'est pas compliqué pour moi, mais je vois les gens autour de moi, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus dures, notamment depuis 15 ans. Mais que c'est pas tellement une question d'âge, parce que par contre j'ai pas la sensation quand je vois des gens qui sont restés en dehors, qui souffrent émotionnellement ou intellectuellement de ne pas s'être intégrés, et ils souffrent matériellement de conditions de plus en plus difficiles de survie dans la marge.
notamment à Paris, mais pas que à Paris. Et ça, c'est quelque chose de l'extérieur. Dans les gens que je connais, j'ai l'impression que ça change de plus en plus, on voit de plus l'époque, et que c'est en plus particulièrement en France. Je dirais que c'est moins difficile en Espagne. Mais pareil, c'est une constatation, peut-être que je me trompe et quelqu'un d'autre dirait le contraire. Moi, j'ai la sensation qu'il y a en Espagne beaucoup plus d'espace qu'on ne paye pas. Le partage, on ne paye pas, beaucoup plus une habitude d'habiter les uns avec les autres, d'héberger les gens, une culture qu'on a légèrement différente, et qu'en France, on n'a pas du tout. Et du coup, la précarité, après 50 ans, je la trouve plus violente. Pas non plus, ça va, il y a des gens qui se débrouillent, mais plus violente. Parce que, mais quand même, Vernon, c'est quand même un héros très passif. Il n'a pas été passif toute sa vie. Là, il y a quand même un effet d'âge qui joue d'usure. Il y a un effet d'âge et d'usure, et je dirais qu'il y a une légère dépression. Mais si on regarde, si on veut le prendre d'un point de vue un peu clinique, il y a quand même chez lui une légère dépression, et qui effectivement l'amène à subir les choses. Alors il se plaint pas trop, je crois que ça c'est supportable, mais il a quoi se plaindre. Si on regarde, et c'est vrai qu'en même temps il est passif, mais il faut se souvenir que s'il n'était pas passif, je crois que les choses seraient exactement les mêmes. C'est-à-dire, je ne vois pas ce que Vernon peut faire, je ne vois pas où Vernon pourrait trouver du boulot, je ne vois pas où Vernon pourrait trouver de l'aide, sachant qu'il n'a pas de patrimoine, il n'a rien, il n'a aucune chaise sur laquelle s'asseoir qui lui était donnée. Je ne vois pas où Vernon, de toute façon, même s'il paniquait comme un fou, je crois que ça ne changerait pas grand-chose. Un homme de 48 ans qui n'a pas de formation, peut-être qu'il peut trouver du boulot, mais a priori il ne va pas en trouver. Donc de toute façon, là sa facilité fait que c'est assez poli et que c'est assez supportable pour nous de le suivre, mais je crois que ce serait la même chose si molé par le feu. En fait. Alors dans le livre on change beaucoup, là on en a parlé des territoires, on traverse des territoires sociaux puisqu'on va aller dans ces fenêtres, dans ces personnages chez qui il a été hébergé qui sont très différents. Mais il y a la ville aussi, alors Paris et sa banlieue, et on franchit des territoires, qui sont différents quartiers de Paris ou de la banlieue, et ça c'est quelque chose que vous aviez envie. Est-ce que la ville est un personnage? Est-ce que vous vouliez donner cette importance à la ville? Pareil, chez moi il y a peu de choses qui sont conscientes au départ. Je m'assois et j'essaie d'écrire, quoi. Et ça, ensuite je vois un peu ce qui vient, quoi. Mais c'est clair que je vis dans Paris, je vis Paris vraiment, je me promène énormément dans Paris, et dans chaque roman je vois même Paris émerge de plus en plus effectivement comme un personnage, ou en tout cas comme un décor vraiment actif, parce que je trouve que c'est une ville forte. C'est pas une ville que j'aime tout le temps, mais c'est une ville très on vit à Paris, on n'oublie pas, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, je ne dis jamais que je suis à Paris, quoi. Et que j'aime bien, ceci dit, dans Paris, cette idée que si on prend la ligne 4, on va vraiment traverser des territoires totalement différents. Il n'y a pas que la ligne 4, là, si ça peut La ligne 4, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai qu'il y a des lignes comme ça à part entière, c'est drôle, parce qu'on voit les gens rentrer et sortir, et on n'est pas au début et à la fin de la ligne, on n'est plus du tout dans l'endroit. Et ça, c'est quand même, moi qui n'aime pas Paris, j'avoue, ça me fait quand même. Tu peux nous parler de la hyène quand même, parce que c'est un personnage d'abord récurrent et assez étonnant. Déjà, ne serait-ce que par son nom. La hyène était le deuxième personnage, même le personnage principal, un des personnages importants de mon précédent roman, Apocalypse bébé. Et c'est la première fois que je le fais. J'avais envie de reconvoquer ce personnage dans ce roman. Donc je l'ai fait, je me suis dit en fait pourquoi pas. Et parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal quand j'entends les auteurs parler d'un personnage qui les emmène, qui font des choses qu'ils n'attendaient pas. Et en même temps, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'un personnage, quand le livre est fini, c'est comme on a comme le souvenir de quelqu'un. C'est pas faux. Si j'entendais quelqu'un dire qu'il soit pas mal, je trouvais ça ridicule. Et la hyène était comme quelqu'un que je connaîtrais, que je peux appeler et dire viens dans mon livre. Comme si je rappelais demain Béatrice Alpes, je dire viens on fait un film, là j'appelle la hyène, et je dis bien, on va faire un petit paragraphe ensemble, un petit chapitre. Et ça que j'aime bien la traiter, la hyène est une lesbienne un peu comme une espèce de Clint Eastwood lesbien, quoi. Un peu comme ça dure à cuire, mais en même temps on voit qu'il y a une sensibilité quelque part, au fond, notamment je s'entend bien avec les adolescents. Quand je lis la hyène, je me vois à vous. Vous avez été la nana qui fait les commentaires. Mais moi, qui avec ses commentaires là sur internet, quoi. Ouais, mais la vraie vie, moi je suis timide. Mais moi je suis affreusement timide en vérité, quoi. Non mais là vous lui donnez
lui donne un rôle avec les réseaux sociaux quand même très particulier. Là, en fait, elle s'est spécialisée au black, dans le cinéma, notamment dans le cinéma, mais pas que, mais on voit qu'elle officie vraiment dans le cinéma. On lui donne un peu d'argent en liquide et elle détruit des projets sur Internet. Donc elle va poster 60 commentaires négatifs sur une telle ou sur tel film, et c'est devenu son fond de commerce. Tu dis quand même quelque chose aussi sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je ne dis pas que ça soit volontaire. Mais... Non, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Dans le livre, pour moi qui sont pas, j'ai pas un rapport uniquement négatif aux réseaux sociaux du tout, et j'ai surtout pas un rapport négatif à Internet, mais c'est complexe. Il y a aussi des choses, on voit bien par exemple que les commentaires effectivement ne sont pas tous, n'émanent pas tous de gens chez eux en train de donner leur avis. Et ça c'est flagrant, donc ça m'intéressait. Il y a Nina aussi qui est fort, Nina. Donc en fait, ce qui m'a frappé, c'est quand on lit le roman, on voit vraiment qu'il y a un très fort attachement à la musique et beaucoup de références. Et je me demandais si c'était dû à vos expériences personnelles et aussi pourquoi avoir choisi un disquaire comme héros principal entre guillemets, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'héros dans ce roman. J'ai choisi un disquaire. Bon, déjà parce que j'ai été disquaire, j'ai travaillé dans un magasin de disques pendant 3 ans à Lyon, et du coup j'avais l'impression de pouvoir en parler tranquillement parce que je vois un peu quand même ce que c'est le quotidien dans un magasin de disques, mais aussi parce que c'était justement symptomatique de quelque chose qui existait et qui me semblait évident dans une ville où est le disquaire et qui a disparu en moins de 10 ans, tous les disquaires ont fermé, quoi. Et ce qui était étonnant, c'est pas tellement que j'avais un attachement fou à l'industrie du disque, ça a été la rapidité avec laquelle ça a disparu. Pour les gens de mon âge, en fait, qui avaient vu sombrer le navire, ce qui était étonnant, c'est qu'un truc qui semblait être immuable, quoi, a disparu. En 7 ans, c'était réglé, il y avait plus un seul disque. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu comme Subutex, ça disait bien quelque chose qui est très présent dans le premier tome, qui est quelque chose s'est effondré, on ne s'attendait pas à ce que ça s'effondre aussi vite. Et dans les choses qui ont disparu, même il y a des choses où on ne s'attendait pas à les regretter. Moi, je regrette les disquaires. Et si on m'avait demandé mon avis dans les années 80, j'aurais dit en général c'est des cons, on s'en fout. Et finalement, une fois qu'ils sont plus là, vu que c'est des Zara à la place, j'en ai pas l'usage moi de Zara, donc je préférais les disquaires. Quoi. Et donc ouais, c'est pour ça qu'il y a des disquaires. Et c'est vrai que ça m'intéressait quand même cette histoire de le magasin de disques, qui rentre dans un magasin de disques et qu'est-ce qu'on est 30 ans après. Ça m'intéressait, je pense, parce que j'étais dans un magasin de disques et que j'ai une idée de ce que sont devenus les gens 25 ans après. Quoi. Juste, si on te dit juste quelques mots, tu essaies de rebondir là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de brutalité ? La brutalité, ça fait un moment, depuis le début, même si la violence, la brutalité, la colère, c'est vraiment au centre de ce que j'écris. Je suis moins à l'aise avec la violence que je l'étais il y a 20 ans. En même temps, je ne sais pas comment la gérer ou la contourner. C'est un peu ça, tous les personnages que je considère quand même, ils sont tous très différents, mais c'est quand même tous des brutes. En vérité, à la fin. Quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose comme si je lutte contre, j'ai pas l'impression que c'est personnel, mais j'ai la sensation qu'il y a un vrai écho autour de moi, il y a une culture de la brutalité, il y a une culture de la violence, et que je ne suis pas la seule à... C'est comme si j'essayais de trouver une autre façon de gérer une énergie. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Mais j'essaie je le sens, l'Apocalypse bébé, c'était la même chose, de tourner autour, d'essayer de démonter comment est-ce qu'on est dans cette brutalité, dans quelle espèce de cercle ça nous met, dans quelles impasses, parce qu'en fait, la brutalité, en général, la violence, la colère, c'est des impasses, toutes. Dans quelle jouissance on en tire aussi, notamment moi en tant qu'auteur, mais je crois que pour certains lecteurs aussi, il y a une espèce de... Oui, il y a un plaisir dans la brutalité. Mais à l'âge que j'ai, je sais que c'est une impasse. Ça, c'est vrai que pour moi, pour l'instant, j'en sors pas. On voit que tous les personnages sont un peu enfermés dans cette... et c'est tout le sujet du tome 2 qui me donne tant de mal, et ensuite du tome 3. Je m'attache à ça. Révolte. Il y a des personnages révoltés dans le roman. Il y a des personnages trop déprimés pour être révoltés, comme Vernon, et il y a aussi des personnages, et ça c'est neuf pour moi, qui sont révoltés d'une façon qui va, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'ils sont là, pas nous plaire. Il y a des nouvelles formes de révolte, des nouvelles, dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure, et qui sont des révoltes, mais qui ne vont pas... Qui deviennent révoltants. Ouais, en tout cas, qui ne vont pas dans le sens qu'on... Et il y a aussi ces révoltes-là. Et l'humour. Excuse-moi, l'humour.
d'avoir de l'humour. Parce que je me dis, sinon c'est insupportable mon bazar. S'il n'y a pas un peu d'affection, de tendresse et d'humour, on ne peut pas rester 400 pages avec des gens comme ça. Ils sont quand même tous sur les Donc j'essaye de faire une toute petite distance ou politesse d'humour parce que j'aime ça dans les livres. Par exemple, je suis dans les romanciers qui ne sont pas connus comme essentiels et qui, par exemple, j'adore Nick Hornby. C'est un romancier qui a été comme un ami plein de fois pour moi. Vraiment, ses livres ont été comme des... Et je sais que ça tient beaucoup à l'humour, à la tendresse aussi, bon, à son talent, à plein de choses. Peut-être à la musique aussi. Mais il y a l'humour chez Nick Hornby, qui fait qu'on peut c'est comme pouvoir quelque part se réfugier chez lui par moment. Parce qu'en fait, c'est un auteur, paradoxalement, que j'ai lu souvent dans les moments où j'allais pas bien du tout et qui m'a vraiment remonté le moral. Et je sais que l'humour, quand moi je le trouve dans un roman où il n'y a pas que de l'humour, ça me plaît. Ça me fait du bien, ça me plaît, parce que c'est aussi comme une... Justement, quand il y a autant de colère, d'asphyxie, c'est aussi comme une respiration. C'est la distance. Et ça, voilà, c'est la distance, et du coup, ça permet un peu de... Enfin, c'est la sensation que j'ai comme lectrice. Alors, je rencontre beaucoup de gens qui lisent le roman et qui sont surpris de ce que je trouve de l'humour. Mais j'en ai mis, mais je trouve. Ah, moi, je voulais juste dire une chose, c'est que dans ce livre, on est vraiment accro. On est vraiment, on a envie d'avancer vite et franchement, on attend le mois de mars. C'est une très bonne chose. S'il y a quelqu'un qui veut... Non. Écoutez, on va du coup ouvrir le buffet.